Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur dans le digital depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays d'origine. Je vous laisse avec l'invité du jour, je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Alors aujourd'hui, on prend la direction de l'Afrique du Sud où on va à la rencontre d'Olivier installé au Cap depuis 10 ans maintenant. On va faire comme d'habitude, je vais le laisser se présenter puis on va échanger pendant quelques minutes. Olivier, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour Alim, merci de me recevoir sur le podcast, c'est un honneur. Donc pour me présenter rapidement, voilà Olivier Chasse, je suis entrepreneur établi au Cap, Cape Town, tout au bout de l'Afrique, en Afrique du Sud, depuis maintenant 10 ans. J'ai atterri au Cap pour une raison assez simple, c'est que la femme de ma vie est du Cap, donc mon épouse. Nous nous sommes rencontrés il y a 20 ans, nous avons travaillé un petit peu, nous nous sommes rencontrés aux Pays-Bas, où on travaillait tous les deux. On a voyagé ensemble en Belgique, aux États-Unis, on a habité un peu à Paris, puis à Paris, quand mon épouse était enceinte, on a décidé en fait d'avoir l'enfant au Cap pour une vie un peu différente. Et ça fait donc maintenant 10 ans. J'ai eu plusieurs participations dans plusieurs sociétés au Cap. Certaines sont bien passées, d'autres moins bien, les aléas de l'entrepreneuriat. Et c'est une vie que je ne regrette absolument pas, que ce soit l'entrepreneuriat ou la vie au Cap. Voilà. Et du coup, tu dis, comment dire, ce qui est assez lent, c'est ce qui t'amène au Cap à démarrer aux Pays-Bas. Donc, je pense que rien que là, déjà, c'est un signe. C'est un signe. Et j'adore ce genre d'anecdote parce que généralement, ça fixe ça fixe le parcours d'une vie. Donc, rencontre il y a 20 ans aux Pays-Bas qui t'amène 10 ans plus tard à Cape Town. Et du coup, entre-temps, tu dis avoir voyagé, avoir travaillé. Du coup, quel est ton parcours C'est une remarque intéressante parce qu'en fait, effectivement, j'ai jamais été très bon, je crois, à planifier ma vie. J'ai un peu renoncé maintenant. Chaque changement a été plutôt en fait une saisie d'opportunités. Alors après, il faut savoir les opportunités. Je ne sais pas s'il faut savoir tant les saisir, qu'il faut savoir les générer. Donc, il faut être prêt à prendre quelques risques. J'ai compris assez tôt, déjà pendant mes études, que j'aimais voyager, pas pour le risque que ça induit, mais pour ce que tu apprends humainement, socialement, tu vas t'inclure dans des cultures très différentes. Et donc le parcours, j'ai 45 ans, donc j'ai fait mes études en France. J'ai fait un bac, à l'époque ça s'appelait un bac C. Je crois qu'aujourd'hui c'est S, option maths, dans une petite ville de province, à Chambéry-en-Savoie. J'ai fait des études d'ingénieur, parce qu'on me disait de faire des études d'ingénieur, parce que j'étais plutôt bon en maths. Donc j'ai fait des études à l'Université de technologie de Compiègne, au nord de Paris. C'était plaisant. J'ai fait du génie des systèmes mécaniques, un truc bien bourrin. Les études m'ont plu. Il y a des moments où on s'embête, c'est des matières qu'on n'aime pas, il y a des profs qu'on aime mieux, puis on rencontre des gens super, certains amis qu'on se fait pour la vie. Mais ce que ça m'a apporté le plus, en fait, c'est que ça m'a permis de voyager. C'était une école d'ingénieurs qui, déjà assez tôt, donc dans les années 90, poussait beaucoup dans le programme Erasmus. Et grâce à Erasmus, moi, j'ai pu partir d'abord en Allemagne pendant 6 mois, en université technique. C'était une expérience absolument inoubliable pour moi. Il y avait plein de choses qui étaient un peu dures, plein de choses qui étaient super, mais ce qui m'a marqué vraiment à vie, c'est qu'à certains moments, j'étais capable de m'immerser suffisamment dans cette culture et dans cette langue pour qu'on me prenne pour un Allemand et pour que j'étonne les gens, les locaux, quand je leur disais que non, je suis français. C'est la seule fois où j'ai réussi à m'immerser autant. Je pense que là, je joue. Donc, l'allemand, c'était ma première langue étrangère. Donc, du coup, j'avais probablement une meilleure oreille, un meilleur accent, une meilleure prononciation dans cette langue. Mais donc, c'est cette expérience-là qui a amené tout le reste, je pense. Donc, après, de retour en France, comme mon expérience en Allemagne s'était bien passée, j'ai voulu repartir. J'ai voulu partir en Russie parce qu'il y avait des offres de stage là-bas. La Russie ne s'est pas faite pour diverses raisons. Le partenariat avec une école d'ingénieurs russe, en fait, un labo russe, était peut-être un peu trop jeune. Et du coup, mon école m'a proposé à la place de partir sur un nouveau partenariat qui venait de signer, mais qui avait l'air un peu plus facile, avec les Pays-Bas. Donc, je suis parti 1 an aux Pays-Bas pour faire 6 mois d'études et 6 mois de stage. Donc, j'ai appris le hollandais là-bas.
J'ai découvert une culture qui n'était pas très, très éloignée. Ça reste une culture un peu occidentale, pas trop différente enfin un peu différente de l'Allemagne quand même. Hein. Mais enfin, ça reste un peu de la culture occidentale, pas très latine, mais qui me convenait bien. Et puis donc après, je suis revenu en France. J'ai dû faire un service militaire, donc je l'ai fait pour... Il y avait un poste à l'ambassade de France aux Pays-Bas pour le service sciences et technologies. Donc, comme j'étais ingénieur et que je parlais néerlandais, c'est tombé sur moi. Et que tu étais sur place? Non, j'étais déjà rentré en France pendant un an. Donc ouais, tu es retourné. Ouais, voilà. Donc, j'y suis retourné à La Haye cette fois-ci. Moi, j'étais très content parce que c'était une culture qui me plaisait beaucoup. Enfin, j'avais passé beaucoup de bon temps là-bas. Et puis, bon, pour être très sincère, un service militaire en ambassade me tentait beaucoup plus que dans une caserne à regarder le Rhin. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. C'est là où, en fait, après, ça s'est un peu précipité puisque j'ai rencontré une Sud-Africaine, Tracy, qui est devenue plus tard ma femme. Donc, quand j'ai terminé mon service militaire, on a regardé un peu où est-ce qu'on pouvait s'établir, où est-ce qu'elle pouvait travailler. On avait une option en Espagne, mais là, c'était plus compliqué pour elle, pour le permis de travail. Puis une option en Belgique, en Flandre, où là, c'était beaucoup plus simple, pour le coup. Donc, on s'est établi en Belgique. On a vécu 6 ans là-bas. On est parti à Chicago pour... J'étais très content de mes études d'ingénieur, mais j'étais un peu frustré en fait de certains aspects parce que je ne comprenais rien. Je croyais ne rien comprendre à tout ce qui était finance d'entreprise. Et comme ma femme était expert comptable, ça me gênait un peu parce que quand je discutais avec ses amis, etc., ses collègues, je ne comprenais rien. Donc, il y avait peut-être une petite frustration, un petit... Voilà. Et du coup, j'avais décidé de faire un MBA. Et donc, je l'ai fait dans une école à Chicago qui s'appelle l'école Kellogg, juste au nord de Chicago. Donc, on est parti à Chicago. Ma femme a continué à travailler là-bas pour le même employeur, General Electric. Et moi, j'ai fait des études pendant 2 ans. Après ça, comme c'était moi qui avais un peu décidé quand même pour la Belgique et pour Chicago, c'était un peu son tour de dire qu'est-ce qu'on allait faire ensuite. Parce qu'il y avait l'option déjà de rester aux États-Unis. C'est un pays qui est quand même passionnant, notamment pour ceux qui sont un peu intéressés par tout ce qui est PME et entrepreneuriat. Et c'était quelque chose que je regardais déjà beaucoup à l'époque, même si j'avais été salarié plutôt. Et elle a préféré qu'on aille à Paris. Donc, on a déménagé à Paris. J'ai travaillé comme consultant en management dans une société qui s'appelle Bain & Company. Là, ce n'était pas une très bonne expérience. Il y avait un mauvais fit pour moi, pas assez de liberté, clairement. Et donc, j'en suis parti très vite avec un autre consultant qui avait lui aussi un MBA, mais d'une autre école. Et on a fondé notre première société, donc en région parisienne, qui était une société de e-commerce, qui n'a pas marché, malheureusement. Mais c'était ma première expérience entrepreneuriale seule, en fait. Donc, et à ce moment-là, tu as quel âge? 33 ans. D'accord. C'est l'année de mes 33 ans, donc quelque part, ça me dit d'ailleurs que je suis quelqu'un d'assez peureux. Parce que toutes les années où j'étais salarié, je ne l'ai pas forcément très bien vécu. J'ai un petit problème avec l'autorité, je crois. Alors que j'ai eu des chefs super. Bienvenue au club. Mais voilà, j'ai un petit problème dans le personnel, en fait, humain, dans le système de salariat. Et comme je crois que je suis un peu peureux, j'ai attendu l'année de mes 33 ans et de sortir d'une mauvaise expérience professionnelle pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'était, comment dire en anglais, donc a blessing in disguise. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a montré en fait ce que j'étais capable de faire, puis qu'il ne fallait pas avoir peur. Donc après cette expérience, j'ai travaillé pour un petit fonds de capital risque en région parisienne, mais qui était très entrepreneurial lui-même, puisqu'en fait c'était le fonds de Pierre-Édouard Stérin, le fondateur de Smartbox, qui raconte son histoire. Il a lancé 10 boîtes et la 11e a marché, quoi. Et il avait dû retourner habiter chez ses parents, etc., parce qu'il n'avait plus de thunes. Il est le premier à le raconter, c'est un gars phénoménal, très, très intéressant. Et du coup, il s'était entouré d'une équipe pour la gestion un peu de l'espèce de family office capital risque qu'il avait, Otium, qui était un peu à cette image aussi. Donc, il y avait des gens qui étaient super. Il y avait notamment ceux qui sont devenus les fondateurs de Mano Mano, donc Christian Resson et Philippe de Chanville, qui étaient mes collègues. Il y avait donc les fondateurs de La Fourchette, qui a été ensuite revendu à TripAdvisor, notamment donc Denis Fayol, avec qui je suis resté en contact jusqu'à aujourd'hui, qui est quelqu'un qui compte beaucoup en fait pour moi. Et il y avait Antoine Fraisse, qui était notre patron, qui était quelqu'un qui pouvait être parfois un peu difficile, mais qui m'a beaucoup appris. Et donc, en fait, parmi d'autres, on avait un stagiaire, Stan, qui est devenu le fondateur de Doctolib aussi. Donc, c'est pas vrai. Tout ça pour dire que c'était un petit et qui s'était très bien entouré. Pierre Dorsert était très, très bien entouré. Et moi, ça, j'en ai bénéficié, clairement.
Mais bon, en fait, tout a une fin, et la fin est venue très brutalement, puisque, en fait, mon épouse était enceinte. Et là, il y avait vraiment un choix à faire, puisqu'on travaillait tous les deux beaucoup pour habiter dans Paris. C'est-à-dire qu'on avait un rythme qui était très parisien. On travaille de longues heures. Il y a quand même certains aspects de la culture professionnelle française qui sont les heures de présence, malheureusement. Donc, on se retrouvait très tard le soir au restaurant, assez souvent. On ne voyait pas comment élever un enfant en fait, dans ces conditions-là. Culturellement, moi aussi, j'étais un peu dissocié de la France. J'avais trop voyagé. Et donc, il y avait plusieurs choses qui me gênaient trop, en fait. Et c'était personnel, c'est pas contre la France. C'est juste que j'avais goûté à des choses qui m'a donné l'envie d'y goûter plus, en fait. C'était notamment la prise de risque un peu sociale et humaine. Et ça, je ne le retrouvais plus, en fait, en France. Le rythme de vie me convenait moyennement. Passer 2 heures dans les transports, c'est-à-dire dans le métro, dans la grisaille, tous les jours. Tu sors de chez toi, il fait nuit, tu sors du bureau, il fait nuit. Voilà, ça, c'est un peu gênant, en fait. Et je visitais le Cap chaque année, quand même, pour voir ma belle famille. Et donc, en fait, on a bien discuté et on a pris la décision de nous établir au Cap avant de donner naissance à notre fils. Et du coup, on est parti au Cap pour nous y établir. On a créé une société de e-commerce ensemble. Et du coup, je suis reparti complètement dans l'entrepreneuriat. En partie avec ma femme qui m'a aidé sur certaines années. Après, elle a repris un job corporate. Et depuis, je ne regarde pas trop en arrière, quoi. Donc, la première aventure de e-commerce, on s'est planté. Elle a duré 4 ans. C'était un site de couponing, donc un clone de Groupon, qui s'appelait City Slicker. C'était quand même une très belle aventure parce qu'on est parti de quasiment rien. On était quelques-uns à investir, mais on parle de quelques centaines de milliers d'euros, quoi. Et on est devenu le 2e acteur du marché en 3 ans, juste derrière Groupon. Après, le modèle est un peu vicié, donc la 4e année, on a souffert et on a préféré fermer. Les échecs font partie de la vie de l'entrepreneuriat, de toute façon. Et après ça, donc, j'ai créé une agence de communication, de publicité, plutôt de publicité digitale, plutôt tournée tout ce qui est pay-per-click, c'est-à-dire les publicités sur Google, sur Facebook, par email. J'ai fait ça parce que tout simplement, il fallait qu'on vive et il fallait que je paye les factures. Et fermer une société en liquidation, c'est compliqué. On y laisse des plumes. Et cette activité-là, pour moi, elle était assez facile. J'avais déjà des contacts au Cap. Ça faisait quand même 4 ans qu'on y habitait, qu'on travaillait. J'avais toute une équipe commerciale avant qui avait démarché énormément d'entreprises. Donc, j'avais quand même un Rolodex qui était intéressant. Et du coup, vendre ce service a été assez facile. Donc, j'ai établi mon agence qui continue aujourd'hui. Je continue moi-même à un gros mi-temps avec une majorité de clients sud-africains et certains en Europe ou aux États-Unis. Plutôt tourné donc pay-per-click. Je fais beaucoup moins les autres activités qui sont référencement organique, email, etc. Même social pur. Moi, je fais de la pub payante, en fait. Je me suis spécialisé là-dessus. Je suis un peu matheux. Voilà, quelque part, ça me convient bien. J'ai des bons résultats. Au bout d'1 an de ça, donc on parle de 2016, donc je discutais quand même avec des amis proches, etc., qui sont essentiellement des entrepreneurs, finalement, parce qu'on s'entoure de gens un peu comme nous. Et donc, on a commencé à regarder pour investir, pour accélérer. Pardon. C'est pas le Covid. Je t'assure. Pour accélérer des startups locales. On l'a fait sur une première compagnie qui est toujours en vie, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire c'était une jolie petite société qui crée et importait ses propres composants électriques, mais on n'a jamais réussi à vraiment bien travailler ensemble. Il y avait un petit manque, nous on percevait un manque de discipline de gestion, en fait, qui nous faisait un peu peur. Donc, du coup, on en est sorti en bon terme, on en est sorti. Et après ça, on a investi dans une autre société avec mon ancien chef des ventes de l'époque, City Slicker, donc le site de couponing. D'accord. Et donc, il est devenu fondateur d'une société c'est un peu du mano-mano très adapté, en fait, à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que c'est plus les plus gros équipements, en fait. Donc, c'est plus du sourcing et de la vente en ligne d'équipements qui sont durs à trouver dans votre hardware store local, l'équivalent de Leroy Merlin, etc. Donc, des produits un peu plus chers. On parle facilement de plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers. Et cette activité-là, donc, ça fait 3 ans qu'elle a été lancée. Ça s'appelle EcoDépôt, ecodépôt.cosa. Et pour l'instant, elle fonctionne bien, avec des hauts et des bas, évidemment. Ça reste de la start-up.
mais il y a quand même une très belle croissance depuis 3 ans. Et là, c'est Voilà. comment dire, Et à côté situé au Cap ou comment dire, c'est le marché il est au Cap ou sur toute l'Afrique du Sud? Non, non, le marché, c'est toute l'Afrique du Sud. Et le head office est au Cap, avec donc il y a un peu de personnel déporté à Johannesburg. D'accord. Johannesburg, c'est quand même à 1600 km, donc c'est pas non plus tout près, mais c'est le centre économique principal du pays. C'est la zone Johannesburg-Pretoria qui représente facilement 30 ou 40% du PIB sud-africain, je pense. Et le Cap vient deuxième, mais c'est un tiers du poids économique de la zone Johannesburg-Pretoria. D'accord, je comprends bien. Et donc, ouais, tu as dit, quoi, comment dire, je t'ai coupé, donc tu as une autre activité ou Oui, là, c'est du hobby, en fait. Ça devient une déformation professionnelle. C'est-à-dire que je concevais mes propres systèmes d'irrigation solaire, c'est-à-dire des petits systèmes d'irrigation goutte à goutte avec une petite pompe, un panneau solaire, des timers que je programmais pour mon propre jardin. Donc, j'ai fait 3 prototypes. Et puis là, du coup, comme j'ai vu que c'était très difficile de trouver les composants pour ça, j'ai importé les composants. Et puis, ça fait maintenant 6 mois que je vends les composants. Donc, j'ai embauché une personne qui fait que ça, là, quasiment, qui importe mes composants de Chine. On a certains qu'on trouve en Afrique du Sud. On essaye de se lancer de plus en plus dans l'assemblage, d'ailleurs en Afrique du Sud, pour avoir une petite activité d'assemblage ici, pour ajouter un peu plus de valeur sur l'import pur de composants chinois. Et on les met en vente en ligne. Et ça commence à bien fonctionner, c'est-à-dire que ça paye une personne, et il reste encore un peu d'argent après. Donc il faut que je regarde pour maintenant ce qui a démarré comme un hobby, pour essayer d'étendre un peu cette gamme et voir si je le formalise dans une affaire, dans une société à part ou pas. Et du coup, non, ouais, c'est comment dire, c'est fou de partir d'un hobby. Après, je pense qu'on retrouve à peu près la même chose chez beaucoup d'entrepreneurs. C'est partir d'un hobby ou d'une idée qui un jour naît sur le coin d'une table et on arrive à en faire un business. Mais du coup, toi, tu m'as dit, ouais, ça fait 6 mois donc, que tu t'es lancé là-dedans au début, que tu le commercialises aujourd'hui. Et là, pareil, Ouais. donc tu envisages donc, une expansion, un élargissement de la gamme pour l'Afrique du Sud, ou tu envisages de commercer avec les pays limitrophes? Et très sincèrement, je ne sais pas. Parce qu'en fait, démarrer une activité par hobby, je crois fondamentalement que c'est une erreur que j'ai faite consciemment. Mais quand on démarre une activité, parce que ça demande tellement d'énergie et tellement d'investissement personnel qu'il faut quand même avoir une très bonne raison de le faire. Il faut savoir vraiment pourquoi on le fait. Et ça peut être une raison d'enrichissement personnel, très patrimonial. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être de dire, voilà, je lance ça, dans 3 ans, je revends à un fonds, je fais une culbute, ou je revends à l'acteur principal du marché. Ça peut être ça. Ça peut être peut-être une logique un peu plus industrialiste du type début du XXe siècle, hein, c'est-à-dire non, moi je veux construire une belle entreprise, etc., et qu'on soit les leaders sur tel ou tel type de produit. Alors on peut chercher le leadership produit, on peut chercher le leadership sur le marché en fait, ou on peut chercher à répondre à des problèmes du marché d'une manière plus adaptée, tu vois. Donc, mais il faut quand même avoir une raison fondamentale qui va être capable, à mon avis, de drainer suffisamment d'énergie. Or, moi, l'erreur qu'on fait quand on part d'un hobby, c'est que on n'a pas eu cette réflexion. Et donc là, j'en suis à cette phase de réflexion sur les produits d'irrigation et les produits solaires. Voilà, j'ai trouvé une niche, manifestement elle est là, puisqu'il y a des gens qui achètent. Cette niche commence à avoir un peu une idée de la taille de marché que c'est pas énorme, mais c'est pas inintéressant. C'est-à-dire que ça peut rapporter un peu, mais ça restera de la PME. Alors, est-ce que j'ai envie de m'investir beaucoup, personnellement, pour développer juste une PME? Et c'est un peu là que j'en suis. Donc, si on décide d'investir, ça sera probablement ce qui va être fait. C'est-à-dire qu'il faudra une personne qui s'en occupe, soit pas moins direct, que j'ai peut-être un appoint de consultant. Et à ce moment-là, ça aura du sens effectivement de livrer les pays limitrophes, c'est une chose. Et après, c'est le genre de produits en fait qui sont intéressants sur quand même toute la zone africaine finalement, puisque les problèmes de pénurie d'eau et de besoins croissants en production agricole sont là sur une grosse partie du continent. Pénurie de courant électrique aussi, hein, puisqu'il y a très peu de zones complètement électrifiées de manière fiable en Afrique, enfin, il n'y en a pas, soyons très clairs. Donc en fait, tous les petits systèmes en standalone solaire, donc avec un petit système de contrôle de panneaux solaires et de batteries, ont un avenir assez fort ici. En tout cas, ça c'est ce en quoi je crois. Et donc à ce moment-là, effectivement, il faut regarder sur comment taper sur l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, on va revenir à ton agence de pub. Donc, tu te concentres que sur du ads
donc Google Ads, Facebook Ads ou autre. Et tu envisages de développer d'autres activités au sein de cette agence ou pas du tout? Tu fais comme Ads Non, Up, c'est-à-dire c'est du ads, du ads et du ads. honnêtement, non. C'est-à-dire, oui, je veux rester focalisé sur la publicité payante. Là, c'est une raison très commerciale, c'est que ça rapporte plus, puisqu'en fait, ça représente une part d'investissement des sociétés qui font du marketing digital qui est assez intéressante, qui est assez importante. C'est un investissement qui est très facilement gâché quand on ne sait pas exactement ce qu'on fait ou pourquoi on le fait. Et du coup, ce que je vois, c'est que j'ai un impact qui est très facilement apprécié par les clients. Donc, je souhaite rester en fait sur ce créneau-là. Alors qu'en fait, sur par exemple le référencement organique, oui, j'ai des bonnes idées, etc. Je vois à peu près comment ça fonctionne, mais il y a quand même meilleur que moi, vraiment. Et là, je préfère faire appel à des collègues qui sont meilleurs que moi et qui savent faire ça, qui vont passer en direct. Ça ne m'intéresse pas forcément de faire le go-between avec le client pour essayer de prendre une petite marge de plus. Je préfère privilégier en fait l'activité sur laquelle j'ajoute le plus de valeur pour le client et après le mettre en relation avec d'autres professionnels sur d'autres créneaux en fait. Que ça soit donc, enfin voilà, que ça soit les relations presse, que tout ce qui est com, que ça soit tout ce qui est social pur, sans passer par le payant, ou organique ou email. Et certaines activités d'ailleurs sont un peu pétées la gueule, hein, comme tout ce qui est marketing email. Ça reste très très important pour beaucoup de sociétés qui agissent, donc qui génèrent du lead ou qui font du e-commerce. Mais c'est une activité en fait qui s'est beaucoup internalisée parce qu'elle est devenue beaucoup plus simple à utiliser avec certains outils du type Mailchimp et Klaviyo, où on peut faire appel à un consultant peut-être pour les mettre en place. Mais après, ça vaut quand même la peine, je trouve, pour le client d'internaliser les compétences, finalement, et de ne pas le donner à une agence. Alors là, je crache un peu dans la soupe. Non, mais je te pose la question. Agences. Je te pose la question parce qu'en fait, nous, on a fondé, j'ai cofondé Elisa en 2019 après une expérience chez Google. C'est-à-dire qu'en fait, on sortait tous de chez Google Ads. Clairement. Et on a. Une très bonne école. Comment dire, ça a été l'une de mes meilleures formations. Il faut dire ce qui est. Je n'ai pas du tout le goût du salariat, mais la courte expérience, la courte mission que j'ai eue en tant qu'employé Google, c'est une école, c'est une masterclass géniale. Et en fait, en sortant de là, au confond de l'ISAD, où au début, on n'a qu'une seule offre, c'est du Google Ads. D'accord. Et paradoxalement, les premières demandes qu'on a eues, c'était de la création de sites web et du référencement naturel. D'accord. Donc, on y répond, c'est les premiers clients, donc on y répond, il n'y a aucun souci. Moi, je me prends de passion pour le SEO et je délaisse un peu le Google Ads. Voilà, parce qu'en fait, je préférais voir le truc vraiment sur le très, très, très long terme avec le client. Et en fait, au final, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a une activité. Donc, après, la boîte, elle a été restructurée. Mais par contre, on a quasiment lâché le Google Ads. On a très peu. Aujourd'hui, on a un client en Google Ads, clairement. Par contre, les clients en SEO, il y en a, quoi. Mais il y en a parce que... Mais je crois vraiment que c'est important quand on opère dans ce milieu-là d'avoir une bonne compréhension de ce que font les autres métiers, mais ça reste des métiers différents. Sincèrement, c'est-à-dire le pay-per-click, il faut aimer les stats, il faut quand même s'imprégner de statistiques, de chiffres, et avoir quand même un esprit formaté pour comprendre ce que peut faire l'algorithmie pour que ce soit Facebook, Insta, LinkedIn, Google Ads, ou Bing, qui est très similaire à Google Ads sur l'algorithmie. Et ça me paraît absolument nécessaire de faire ça de manière assez naturelle, que ça convienne bien à l'expert en question, pour qu'il ait des résultats, parce que sinon, en fait, ça devient du guessing, ça devient des devinettes, des essais qui sont souvent assez coûteux pour le client, et ça devient déplaisant après, parce qu'on gâche un peu d'argent pour le client, on perd un peu de son assurance. Moi, je sais que vraiment, je ne serais pas à l'aise, justement, sur conseiller, me positionner en expert absolu SEO organique. Et alors, sur tout ce qui est relations presse, encore pire. Donc, je pense que je comprends un peu comment ça fonctionne, mais c'est pas du tout mon domaine. Je reste. Là-dessus, c'est vraiment un métier un peu particulier, je trouve, le pay-per-click. Non, mais c'est un métier tout à fait. C'est pour ça que je dis au début, quand j'ai essayé de lancer Elisa, c'est que je m'entoure que de gars sortis de chez Google Ads. Hein. Ouais. On avait tous ce bagage en commun. Il y en a qui en font aujourd'hui, il y en a qui ont quitté l'aventure, qui en font aujourd'hui. Il y en a qui sont
entre guillemets, retourner chez Google. Mais, ouais, non, mais on s'est très vite positionné sur du référencement naturel et du social media. Et en fait, ouais, c'est là où c'est là où aujourd'hui on a nos clients, on a notre expertise reconnue. On vient quasiment plus nous voir pour du Google Ads. Mais quand je te dis qu'on vient Ouais. plus nous voir, c'est Alors, c'est beaucoup une question d'affinité personnelle avec l'expertise, hein. Par contre, dans mon agence, effectivement, on a développé une activité qui sort de ça, et ça, c'est lié à la personne, hein, à la personne qu'on emploie. Donc, c'est plutôt sur la vidéo courte de type promotion e-commerce. d'accord. Et ça, C'est ce qu'on est en train de mettre en place au sein de l'IZ+. Voilà, parce que nous, enfin, on avait un client pour qui on l'a testé. Ça a commencé à marcher. Du coup, après, on a commencé à produire 1, 2, 3 vidéos par mois. Et du coup, là, j'ai une personne, effectivement, qui en produit. Ce sont des vidéos très formatées YouTube, donc un peu avec un air un peu homemade, amateur, etc., mais quand même avec des acteurs professionnels. Et qui fonctionnent. On voit qu'on a 3 clients là-dessus qui apprécient et qui en demandent. Mais là, ça devient pareil. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a développé cette expertise, il y a une grosse affinité entre cette personne et cette activité-là, et du coup, l'activité se développe grâce à cette personne. D'accord. Et du coup, comment dire, sur la question de la vidéo, parce que comment dire, aujourd'hui, on est au Portugal et on est en train de lancer ça aussi. Mais du coup, vous faites quoi? Vous réalisez, produisez sur place? C'est en Afrique du Sud? Oui, tout à fait, hein. Nous, on fait tout sur place. En fait, il faut tomber d'accord sur plus ou moins un format de ce qu'on veut faire avant que même de parler de mini-scénarios, etc. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant de manière indirecte et quel problème, à quelle question on répond pour les gens qui sont sur YouTube, en fait. Il faut que ça réponde à une question. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? Où est-ce que je trouve ceci? Donc, ça peut être, par exemple, si on parle de crédit immobilier, c'est comment calculer mes échéances ou comment accélérer le paiement de crédit immobilier, etc. Et là-dessus, donc, on part des questions les plus courantes. Si on parle de hardware, hein, c'est comment installer une pompe à chaleur. Voilà. Comment est-ce que je peux installer une pompe à chaleur pour ma piscine? Voilà. Et à partir de ça, donc, on part de la question qu'on trouve dans Google, hein, c'est de la recherche comme en SEO très classique. Une fois qu'on a trouvé les questions, on voit comment on peut y répondre avec une vidéo, avec quelle matière, quel matériel. On cherche, on écrit un peu le script. On cherche l'expert qui va aider. Par exemple, si c'est sur du bricolage, ça peut être un plombier, un électricien qu'on va consulter là-dessus. Si c'est sur du crédit immo, ça va être un agent immobilier ou une banque, par exemple. Et donc ça va permettre d'affiner le script. En général, l'expert est présent dans la vidéo aussi pour éviter que ça déconne et pour éviter que ça parte un peu en vrille et qu'on soit obligé après de faire un deuxième shoot. Parce que ce sont des vidéos pas très chères non plus. Donc on est obligé, une fois qu'on a l'acteur, le matériel sur place pour le shoot, etc., honnêtement, il faut que ça soit fait en 2 voire 3 heures, pas plus. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un deuxième shoot. Sinon, on va doubler les coûts, on ne va pas rentrer dans nos frais. Et en termes de vidéo, ça peut aller très, très vite. Ah, tout à fait, hein, tout à fait. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, dès qu'il y a une incohérence, c'est très dur après de faire un travail propre avec un voice-over ou du sous-titre, etc. Au moment de l'édition. Et donc après, il y a 4 à 8 heures de travail d'édition pour compacter ça dans une vidéo qui peut faire entre 3 et 10 ou 11 minutes. En fait. Et après, on fait le travail de promotion des vidéos sur médias sociaux, sur YouTube. D'accord. C'est intéressant. On a des clients qui ont des bons retours, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement des vues. Hein. Les vues, on s'en fiche, c'est un peu de la vanité. C'est comme le nombre de fans sur Facebook. Mais qui ont effectivement, à chaque fois, ça prend 2, 3, 4, 5, 6 semaines avant que les inquiries, donc les requêtes entrantes arrivent, mais elles arrivent. Elles arrivent toujours au bout de quelques semaines. Et c'est un travail assez intéressant. C'est vraiment très intéressant parce qu'on voit que pour quelques centaines d'euros, on peut produire une vidéo. Pour quelques centaines d'euros de plus, on peut la promouvoir chaque mois en fait sur YouTube avec des ciblages très précis finalement. Et avec un petit délai de quelques semaines, ces gens-là finissent par s'intéresser suffisamment à ce que vous leur avez montré pour qu'il y en ait une partie significative qui contacte le client. D'accord. Non, mais c'est pour l'activité qu'on a développée dans l'agence. Non, mais comment dire, c'est assez marrant parce que, comme je t'ai dit, nous, on est en train de restructurer avec un très gros axe qui sera vidéo et post-prod sur Lisbonne. Et on se rend compte que 2020, à un moment donné, on en parle encore hier, c'est 2020, il y avait les gens qui te disaient, oui, le digital, c'est le futur.
Mais les gens qui te disent encore ça aujourd'hui, le digital, c'est le futur, non, c'est juste des gens qui ont juste 20 ans de retard. Parce que c'était le futur il y a 20 ans. Aujourd'hui, le digital, Ouais. on est dedans, quoi. C'est pas le On est futur. complètement dedans. Et là, en fait, là, on se rend compte que après, peut-être que les coûts de prod ont baissé en vidéo et il y a de plus en plus de recherches et de demandes de vidéos. En tout cas, nous, on le voit vraiment sur notre zone, là, en Afrique du Sud, parce qu'on est très peu à proposer ce genre de choses. Vraiment très peu. On est peu à le faire aussi avec des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même un réflexe qui, à mon avis, est un peu mauvais, de dire, voilà, on va s'en sortir en faisant juste, en fait, du travail d'écran et faire des démonstrations sur écran, en fait, sur comment faire les choses avec un voice-over. Personnellement, j'ai un peu un problème avec ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des démonstrations sur voilà, comment utiliser telle formule sur Excel, mais aller plus loin que ça me paraît compliqué, en fait. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. On aime qu'il y ait une relation Parce qu'après, tu ne te démarques pas. En faisant que du voice-over, tu ne te démarques pas. Parce que... C'est pas engageant. C'est vraiment pas engageant. Donc, s'il y a une volonté promotionnelle quand même derrière la vidéo, c'est important d'arriver à non seulement répondre à la question de manière intelligente, mais en plus d'engager quand même sur ces problématiques-là avec une audience. D'accord. Donc, non, je comprends mieux. Je comprends mieux ton positionnement et le choix que tu fais. Ouais, mais tout ça, Lim, on s'égare un peu là sur le podcast, je crois, parce qu'en fait, là, on parle de détails de développement d'activité, alors qu'en fait, ah, mais je pense que ça peut intéresser. C'est peut-être pas le plus intéressant. Ouais, mais je pense que ça peut intéresser. Ah oui, en fait, ouais, c'est l'intérêt technique après. Après, oui, après, il y a l'intérêt technique. Après, on peut faire un numéro spécial sur de la technique. Mais ça reste... non, mais ça reste des exemples de développement d'activité, mais fondamentalement, en fait, il faut... Je crois très fermement qu'en fait, il faut développer des activités pour lesquelles on a un attrait, qu'on a un goût, et qu'on ait une idée en fait de ce qu'on va en faire après, quand même. Je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Parce que monter des boîtes pour monter des boîtes, on m'a déjà posé la question de pouvoir monter une boîte, mais dans un secteur qui marche. Je fais, il y en a plein. Il y a plein de secteurs qui marchent, mais si tu n'as pas d'attrait, si tu n'es pas compétent dans ce domaine-là, je vois pas l'intérêt, quoi. La compétence, ça se développe, mais justement, si on n'a pas l'attrait pour ça, en fait, un certain appétit pour ce secteur-là, ça devient compliqué. Et l'appétit, c'est pas forcément pour l'industrie. Enfin, ça peut être pour le produit, ça peut être pour les acteurs de l'industrie, parce qu'il y a des industries qui sont plus sympas que d'autres aussi, en termes d'attrait humain. Perso, j'aurais du mal à me lancer dans de la fintech, par exemple, parce que j'ai pas assez d'attrait, en fait, pour les industries de la fintech. Donc, j'ai plusieurs clients dans la fintech pour l'activité agence. Je comprends très bien ce qu'ils font. Je sais que moi-même, je ne serais pas bon à développer des produits là-dedans et avec les gens qui travaillent dans cette industrie. C'est quelque chose qui m'est un peu étranger. Le e-commerce, qui est quand même beaucoup moins rentable que la fintech, par contre, oui. C'est quelque chose qui me parle beaucoup plus, où j'ai beaucoup moins de mal en fait, à monter en compétences très, très vite. Et voilà, c'est peut-être moins rentable en tant que secteur, mais je peux faire facilement partie des meilleurs parce que ça m'intéresse énormément et je suis bien câblé pour comprendre. Ouais. Écoute, aujourd'hui, je pense qu'il y a même des secteurs, même dans l'agriculture, on peut monter une boîte et ça marche. Hein. si on a vraiment le goût pour ça et qu'on est prêt à ruer un peu les brancards et puis avancer plus vite que d'autres, il n'y a pas de raison que ça échoue. Par contre, il faut savoir ce qu'on veut en faire après. Alors, le résultat sera toujours un peu différent de ce qu'on avait en tête, mais c'est important quand même d'avoir une ligne directrice. D'accord. Par exemple, pour la question que tu m'avais posée sur l'agence, je n'ai pas cette ambition de développer une très grosse agence avec des bureaux sur les 5 continents et 200 personnes qui travaillent dedans avec une expertise reconnue et d'avoir des associés qui vont sans cesse chasser du gros client. Ce n'est pas du tout l'ambition que j'ai là-dessus. Donc, en fait, c'est pour ça que je le maintiendrai à un niveau plutôt niche et plutôt très ciblé sur du pay-per-click. Sur les activités e-commerce, par contre, là, oui, j'ai toujours une ambition qui est quand même plus grande que ça. Et ça veut dire que je suis décidé à mettre beaucoup plus d'énergie d'investissement personnel. D'accord. J'ai toujours une question, alors parce qu'on arrive un peu vers la fin du podcast, comment dire, qu'il y a une question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que dans tes plans futurs, tu m'as dit que tu prévoyais pas certains aspects de ta vie. Le retour en France, est-ce qu'il est envisageable ou pas? Pardon? Est-ce que le retour en France est envisageable? Est-ce que tu envisages de revenir en France un jour? Oui.
Non, il ne faut jamais dire jamais. Non, en fait, non, mais très sincèrement, parce que j'ai un fils qui est très intéressé par la France. Ouais. Que voilà, c'est peut-être un jour, peut-être. Mais professionnellement, pour moi, la France, c'est un handicap, en fait. C'est dur à dire, hein, mais donc, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, dont certains avec beaucoup de succès en France, et d'autres qui galèrent un peu plus, mais bon, que j'admire beaucoup. J'ai un peu donné quand même pour l'entrepreneuriat en France. Et il y a quelque chose qui me manque quand j'y suis. Il y a quelque chose qui frustre un peu, mais je m'amuse plus en fait dans un pays émergent, beaucoup plus. Et du coup, rentrer en France pour continuer l'entrepreneuriat, pour le moment, ça ne fait pas partie des plans. Il y aura peut-être un retour en France mi-temps, je ne sais pas, dans 10 ou 15 ans, mais j'envisage pas plus pour le moment. Je m'amuse beaucoup trop, en fait. Sincèrement, je m'amuse beaucoup trop avec mes affaires, mes activités dans un pays émergent pour envisager d'en partir. C'est une vie qui est assez différente. C'est une réalité sociale qui est beaucoup plus dure, puisqu'on est dans un pays où il y a d'énormes inégalités sociales. Avec, tout l'épisode Covid des 12 derniers mois a créé une misère incomparable et qu'on n'envisageait même pas que ce soit possible il y a un an, en fait. Et du coup, il y a quand même beaucoup plus à faire. Donc, c'est dur. De vivre dans ces milieux, d'être confronté. Mais je trouve ça humainement beaucoup plus intéressant. J'apprends beaucoup plus de choses sur moi-même. Et c'est un mode de vie qui me convient finalement beaucoup mieux. La France, ça reste ma culture. C'est un pays que j'aime beaucoup, une culture que j'adore. J'ai beaucoup d'amis en France. J'ai du mal à m'y projeter professionnellement. C'est bon. Après, on dit toujours que les Français sont râleurs. C'est vrai, j'en fais partie. Non, mon fils avait 5 ou 6 quand il m'a dit... Non, mais quand il m'a dit quelque chose que je trouvais très vrai, donc on était visiter ma famille en Savoie, et on lui demandait, mais qu'est-ce que tu aimes en France? Il nous avait dit, en fait, en France, il n'y a pas de pauvres. Et c'était la vision d'un enfant. Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'en France, on se plaint beaucoup du niveau de pauvreté, etc. Pour moi, c'est du pipeau. C'est du pipeau même indécent. Je ne dis pas qu'on n'a pas de pauvres en France, mais nos pauvres ne sont pas vraiment très pauvres. On a très peu. Et ça, je trouve ça assez indécent par rapport à ce que nous on voit en fait dans mais c'est mais justement, comment dire, ce point de vue, tu peux l'avoir qu'en ayant voyagé. Peut-être. C'est ça. C'est un point de vue qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à discuter de réalité sociale, de sujets sociaux, même avec mes amis en France. Parce que je trouve qu'il y a une indécence, une impudeur en fait là-dedans qu'on se plaigne. Oui, c'est culturel. Après, il ne faut pas exagérer quand même. Mon fils avait aussi dit, ouais, regarde, dans les magasins, il y a de la bouffe partout. Et tout le monde a des voitures neuves. Et ben, c'était complètement vrai. C'était complètement vrai. Il y avait des bagnoles partout. Elles avaient toutes 3, 4, 5 ans pour 80% d'entre elles. Tu vas dans les magasins, il y a de la bouffe partout. Et les gens peuvent se la payer. Et nous, à la maison, c'est pas ça. Voilà. Non, mais c'est ça. Non, c'est particulier. Moi, je dis ça parce que moi, clairement, si j'ai eu une première expatriation au Maroc et t'es confronté à une pauvreté que tu vois pas en France. Clairement pas. C'est pas possible. Puis avec la pauvreté, il y a tout un système qui est important que moi je trouve fascinant à comprendre, à s'imprégner. C'est-à-dire qu'il y a toute une violence qui vient avec la pauvreté, une violence de comportement et une violence sociale. Et il y a tout un désespoir aussi. Et pour sortir les gens du désespoir, pour sortir les enfants du désespoir, etc., c'est quelque chose où on apprend sur soi, on apprend sur ses limites aussi, parce que donc après on peut se la raconter pendant 1 heure, tu vois, sur un podcast sur l'entrepreneuriat, le e-commerce, tout ça. Mais mon expérience à l'étranger, c'est que quelque part, oui, tout ça c'est assez mineur, en fait, parce que mon impact, j'essaie de faire du mieux que je peux ce que je fais bien, et effectivement, du coup, j'emploie des gens aussi, oui, un peu, etc. Mais ça reste un impact qui finalement pas grand-chose, et il y a tellement à faire que ça relativise beaucoup en fait sa propre existence et son action et sa vie. Et ça, c'est quelque chose que je ne trouve pas en fait en France. Et c'est un manque en fait. Non, je comprends. Non, écoute, non, mais sincèrement et honnêtement. Je ne condamne pas du tout les gens qui habitent en France. Ah non, mais loin de là, pareil. Mais à un moment donné, il faut aller voir un peu ailleurs, voir ce qui se passe. Aussi bien dans le bon que dans le mauvais. Hein. Moi, je vais au Portugal. Au Portugal, tu veux monter une boîte, ça prend 1 heure. Ça prend 1 heure, montre en main. Voilà. En France, après, c'est un peu plus long. Dans d'autres pays, monter une boîte, c'est pas possible. Après, il y a des pays, monter une boîte quand t'es étranger, c'est pas possible. Le type, il te regarde.
Tout à fait. Donc, ouais, non, faut avoir un peu ces trois C'est visions. C'est ce qu'on vit en France et voir ce qu'il y a de mieux ailleurs, voir ce qu'il y a de pire ailleurs. Et le truc, c'est que tu te poses et on relativise. On relativise, ça aide à relativiser, à trouver aussi les environnements qui te conviennent le mieux. Hein. Moi, c'est dur à dire, mais donc effectivement, un environnement très inégal où il y a beaucoup de choses à faire et où il y a une réalité sociale dure, en fait, c'est un environnement dans lequel je m'épanouis parce que j'ai l'impression d'avoir plus de sens. Exactement. Non, mais c'est. Non, c'est bien dit. Mais du coup, je sais pas, est-ce que tu as un dernier mot? Parce que moi, j'ai posé ma dernière question qui a qui a pris un peu de temps. Mais du coup, est-ce que tu aurais un dernier mot ou ne serait-ce qu'un conseil pour quelqu'un qui veut entreprendre à l'étranger, qui Oui, bah déjà, le dernier mot, c'est merci, en fait. Hein. Merci de me donner la parole. Déjà, c'est flatteur. Merci, Alim, de t'être Je te remercie, toi, je remercie Adrien de nous avoir mis en relation. pour ce podcast. Et après, un dernier mot, oui, ça sera forcément un mot d'encouragement pour ton audience, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore sauté le pas de l'entrepreneuriat. Alors, c'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde, mais ça ne coûte rien d'essayer. Alors, si ça coûte des sous. Voilà, les sous, on en refait après. Hein, c'est pas grave, il faut être prêt à en perdre. Mais c'est intéressant de faire cette prise de risque un peu financière, de son temps aussi, parce qu'on apprend beaucoup sur soi-même. Si on a peur, il ne faut peut-être pas le faire. Et si on a peur, ce que tu disais est très vrai tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, peut-être de voyager un peu justement, et de faire ça peut être des voyages d'études, ça peut être même du tourisme complet. Et voilà, si on se fait 3 semaines en Thaïlande, on peut aussi peut-être demander au guide s'il ne peut pas nous emmener 1 ou 2 jours pour nous présenter des entreprises de sa famille, par exemple. Bien sûr. Et rien que ces échanges-là, ça peut être énorme. Moi, je suis un échange avec un guide du parc Kruger qui était très intelligent et du coup qui nous avait décrit ce qu'il faisait, qui nous avait montré sa maison. Et ça avait pris la moitié du temps du safari, on s'en foutait, on avait déjà vu les lions, en gros. Hein. Et cet échange-là m'a apporté beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Et là, il a besoin de quoi ? Il a besoin de quelques dizaines de milliers de dollars pour financer un véhicule tout équipé et lancer sa propre boîte de safari, en fait. Et ces discussions-là, tout le monde peut les avoir, en fait, même en vacances. Il suffit juste de demander pour les provoquer. Ça peut être le portier de l'hôtel, ça peut être un guide, ça peut être des magasins, des gens qui travaillent dans des magasins dehors, du street food. Et en général, les gens, il y a toujours un obstacle de la langue, ça c'est vrai, il faut faire outre, mais les gens sont toujours contents de parler de ce qu'ils font et d'eux-mêmes. Toujours. Donc, et nous, ça nous permet d'apprendre sur eux déjà. De gagne-pain, voilà, si on ne leur prend pas sur leur temps de gagne-pain, ils sont très très contents de partager en fait leur mode de vie, leur vie. Et c'est pas ce qu'ils bouffent, hein, mais c'est comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font justement pour essayer de vivre mieux, ce que fait son cousin, etc. Et là, ça devient des discussions humaines qui sont très très enrichissantes et qui peuvent apporter beaucoup d'idées en fait. Mm-hmm. Donc j'encourage les gens en fait, à avoir ce genre de discussion même en voyage. Mais écoute, je mettrai ça en exergue sur le podcast. Mais vraiment, non, je partage vraiment ce que tu viens de dire. Donc, moi, j'ai été au Sri Lanka il y a 10 ou 11 ans, je crois, peut-être un peu moins. Et en fait, on a pris toute une demi-journée pour aller prendre le thé chez le chauffeur qui nous accompagnait. Et tout à fait. Donc, ça a complètement bouleversé, parce qu'en fait, on faisait un trek. Donc, ça a complètement bouleversé notre planning. C'est le soir où tu te rends compte que en fait, tu n'es pas du tout là où tu devais être. Que du coup, tu décales tout de 24 heures. Ouais, mais c'est... Et tu discutes avec lui. Oui, mais 10 ans plus tard, tu t'en souviens parfaitement. Mais 10 ans plus tard, tu te souviens parfaitement sur ces heures-là, en fait. Bien sûr. Voilà. J'ai souvenir de voyages en Israël, en fait, où en tant que Français, c'était remarquable. On est bien accueillis par des Palestiniens, honnêtement, qui partagent même leur pastèque, le thé, etc. avec toi, dès que tu discutes un peu dans les magasins. Et pareil, on est très bien accueillis, en fait, par les soldats israéliens, en fait, qui sont contents de te parler. C'est des jeunes. C'est ça. Ils s'emmerdent. Et donc, tout le monde est prêt à te parler, en fait. Même des gens que tu perçois de côtés complètement opposés dans la vie. Voilà. Moi, ces moments-là aussi, je ne me souviens pas des mots exacts employés par ces personnes, mais je me souviens du ressenti émotionnel qu'on avait, en fait, parce que quelque part, on se sent très humble que les gens, en fait, s'ouvrent à toi, en fait, de cette manière-là, alors que tu es un petit jeune qui voyage. Et ça, c'est quelque chose qui me marque et que je continue à rechercher du côté professionnel. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles la fintech m'attire finalement assez peu, alors que l'e-commerce, si, parce que l'e-commerce, il y a aussi de l'entrepôt, il y a aussi des manœuvres, il y a des gens d'un peu tous les côtés de la vie, et c'est un enrichissement qui me plaît.
Écoute, Olivier, je te remercie encore. Et de nouveau, pour ton temps et pour l'échange. Et je remercie aussi Adrien qui, euh, qui m'a envoyé ton Adrien profil Leclerc. LinkedIn. Ouais. Et qui m'a contacté. Il m'a dit, genre, il me dit, j'ai des profils, ils sont géniaux. Tiens, je te les envoie, contacte-les. Je suis OK. Et je crois que je te contactais le lendemain. Donc, je te contactais le Ben, c'est lendemain. très bien. J'ai rencontré Adrien il y a peu. J'ai regardé du coup son podcast sur ta chaîne. C'est un entrepreneur très très intéressant aussi, qui est passé par Benelux, lui. Ah ouais, ouais, mais je sais, mais en fait, mais même dans le podcast, il m'en parlait, il m'a dit, ouais, il m'a dit, j'ai envie d'aller au Cap. J'ai envie d'aller au Cap, j'ai envie. Il m'a dit, je sais pas, là, avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué. Et il y a une dizaine de jours, il m'envoie une photo, il m'a dit, ça y est, je suis au Cap. Yeah. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai trouvé ça hyper touchant, il m'envoie la photo, donc une plage magnifique, il me fait, ça y est, je suis au Cap. Et 10 minutes après, je recevais ton profil. Bon, Ouais, enfin, ouais, bah, effectivement, on s'est rencontrés il y a 8 jours, où il avait juste lancé un peu une bouée à l'eau sur le groupe Facebook des Français du Cap ouais. pour demander s'il y avait quelques entrepreneurs locaux qui étaient prêts à échanger un peu avec lui, qui se rendent un peu compte de l'écosystème local. Bah, écoute, ça a marché. Et moi, j'ai découvert, écoute, ouais, comment dire, bah, du coup, je t'ai découvert toi, j'ai découvert un peu plus le tissu entrepreneurial au Cap. Et du coup, bah, écoute, je te remercie. Je te dis sûrement à très vite et vraiment, ouais, tu seras diffusé là dans à peu près 2 semaines. Donc le temps de mettre tout ça en boîte et de finir le trek au Portugal, le trek professionnel au Portugal. Je te remercie, Olivier. Ça va, bah, écoute, merci beaucoup Alim. Et je t'en Merci prie. beaucoup pour cette opportunité, une continuation, et puis donc on reste en contact. À Avec très plaisir. bientôt. À bientôt.